Et merci beaucoup. Donc là, on va dézoomer un petit peu. On va passer. Donc le thème de pause, c'était vieillissement du corps. Comme ça faisait beaucoup, j'ai décidé de parler plutôt du vieillissement musculaire et de l'aspect voilà, fonctionnel chez le sujet vieillissant. Ce qui fait une très bonne transition avec ce qu'on vient de voir en imagerie sur l'involution musculaire graisseuse. Donc le vieillissement musculaire, en fait, on sait que c'est un phénomène qui commence assez tôt dans la vie. Et il y a des tas d'études histologiques et des séries cadavériques qui ont montré qu'en fait, dès la fin de la deuxième décennie, on voyait apparaître des modifications musculaires avec une diminution du nombre total des fibres musculaires et une diminution du calibre des fibres de type 2, qui sont les fibres qui sont impliquées dans la contraction rapide. Et donc, du coup, ça explique une diminution globale de la masse et de la contraction musculaire qui apparaît avec le vieillissement. Initialement, cette perte de masse et de contraction, elle est assez modeste, c'est à peu près 3 à 5 par décennie, mais ça s'accélère à partir de 50 ans. Et in fine, entre 30 et 80 ans, on a perdu entre 30 et 50 de sa masse musculaire totale. Et au niveau de la perte de force, on sait qu'on a à peu près 15% de perte de force par décennie entre 50 et 70 ans. Et que ça aussi, ça s'accélère. Et qu'après 70 ans, on a une perte de force de 30% par décennie qui s'installe. Ce vieillissement musculaire, si on vient au niveau de la cellule, en fait, il est dû à beaucoup de facteurs. Et ceux qui sont bien identifiés, c'est ceux que je vous ai listés ici. Donc on sait qu'il y a une diminution de la synthèse, une diminution des capacités de synthèse des protéines contractiles musculaires qui est liée au vieillissement et qu'on a aussi en parallèle une résistance anabolique postprandiale. En gros, il faut augmenter beaucoup les apports protéiques alimentaires pour permettre de synthétiser la même quantité de protéines musculaires contractiles et que du coup, l'association de ces deux entraîne un bilan protéique globalement négatif qui explique la perte de masse et la perte de force, donc des capacités de contraction du muscle. On sait aussi qu'au niveau du muscle, il y a tendance à avoir avec le vieillissement un épuisement des cellules souches musculaires qui sont là normalement pour régénérer le muscle. Et donc du coup, qu'on régénère moins de muscles en vieillissant, ce qui explique aussi qu'on perd de la masse et qu'on ne la recrée pas. Et puis globalement, il y a aussi une réduction du métabolisme général avec tendance à une augmentation de la masse grasse, y compris intramusculaire, avec une tendance du coup à l'involution graisseuse. La jonction neuromusculaire, elle vieillit aussi et on sait qu'au niveau de la jonction neuromusculaire, on a un certain nombre de modifications de la structure et de la fonction qui vont aboutir globalement à une diminution des vitesses de conduction, à un découplage excitation-contraction, donc à une plus grande difficulté à entraîner le phénomène de contraction au niveau du muscle et globalement une diminution de la contraction musculaire. Ça, c'est le vieillissement physiologique et on a le versant pathologique du vieillissement musculaire, c'est la dystrophie musculaire liée à l'âge, ou ce qu'on appelle aussi sarcopénie, qui correspond donc à une perte de masse, une perte de force et une perte de fonction qui a des conséquences pour l'individu qui sont délétères. C'est les chutes, les pertes d'autonomie, l'altération de la qualité de vie et tout ce qui va avec morbimortalité et surmortalité. La dystrophie musculaire liée à l'âge, la sarcopénie, c'est une maladie qui est complexe, qui est multifactorielle, qui est en partie expliquée par l'âge, mais pas uniquement, avec une prévalence qui augmente quand même fortement avec le vieillissement, notamment après 70 ans. Le diagnostic de sarcopénie, il n'est pas si compliqué à faire que ça. En fait, la première étape pour faire le diagnostic, c'est déjà d'y penser. Donc, il faut penser à screener les patients en consultation. Et ça, c'est finalement pas très compliqué non plus. On a un questionnaire, le questionnaire SARCF, qui en fait comporte 5 questions qui sont faciles à poser. Est-ce que le patient peut porter des charges supérieures à 4,5 kg? Est-ce qu'il peut traverser une pièce? Est-ce qu'il peut marcher 10 marches? Est-ce qu'il peut se lever d'une chaise? Est-ce qu'il a eu des chutes dans l'année? Avec ça, on a un score qui va de 0 à 10. 10, c'est une catastrophe et 0, tout va bien. Et si le score est supérieur à 4, c'est évocateur effectivement d'une sarcopénie, auquel cas on va poursuivre les explorations. Si on pense qu'il y a une sarcopénie, il va falloir évaluer la force musculaire. Donc pour évaluer la force musculaire, il y a plein de tests qui sont possibles, mais il y en a deux qui sont faciles à utiliser. C'est le lever de chaise. On va demander aux patients de faire 5 levées de chaise et on va chronométrer. Au-delà de 15 secondes, on considère que c'est pas normal. Et puis, il y a les tests de force avec les grip tests, avec une perte de force. Chez les hommes, c'est moins de 27 kg et chez les femmes, moins de 16 kg. Si on a une perte de force, la sarcopénie à ce moment-là est très probable et c'est les imageries avec la quantification, comme on vient de voir, du volume musculaire ou de la qualité musculaire qui vont venir confirmer le diagnostic. Et on pourra ensuite évaluer les conséquences, donc la sévérité de la sarcopénie pour l'individu, avec plusieurs tests qu'on peut utiliser, la vitesse de marche, la vitesse de marche sur 400 mètres, le TUG et puis le questionnaire SPPB, donc on reviendra dessus après. Donc finalement, globalement, le vieillissement musculaire, il s'accompagne d'un certain nombre de déficiences pour l'individu, donc d'une amyotrophie, une perte de force, la dynapénie. Au niveau du rachis, on l'a vu aussi, il y a une inversion au niveau du ratio entre les fléchisseurs et les extenseurs. Normalement, chez le sujet jeune, on a des meilleurs extenseurs que fléchisseurs, et chez le sujet âgé, ça a tendance à s'inverser. Et puis, du coup, c'est responsable, ce vieillissement musculaire,
possiblement, d'un certain nombre de limitations d'activité, donc avec une altération des capacités motrices, notamment la marche et l'équilibre, et puis des restrictions de participation sur les loisirs, la vie sociale, le projet de vie des patients. Au niveau de la prise en charge, on a 2 grands leviers pour la prise en charge des patients qui présentent un vieillissement musculaire, pathologique ou non. Le premier, c'est la nutrition. Effectivement, augmenter les apports protéiques journaliers avec des apports recommandés chez le sujet âgé d'1 gramme par kilo et par jour, et en privilégiant des apports protéiques riches en leucine, donc en gros les protéines animales, on sait qu'on va plutôt favoriser, stimuler la synthèse protéique musculaire postprandiale. Ça va permettre d'inverser ou d'annuler le bilan protéique négatif dont on avait parlé initialement. Et puis, il y a aussi d'autres études qui se sont intéressées à la supplémentation en vitamine D et aux apports en acides gras polyinsaturés. Et il se pourrait que ça ait aussi une incidence sur l'insulinorésistance, la lipotoxicité et globalement sur la synthèse protéique musculaire, donc plutôt des facteurs protecteurs. Et ça tombe bien parce que ça fait partie plutôt des recommandations qu'on a facilement de manière générale sur les supplémentations vitaminocalciques chez les patients âgés et les acides gras polyinsaturés avec les oméga 3 et le risque cardiovasculaire. Le deuxième levier qu'on a, c'est l'activité physique. L'activité physique, on le sait, dans la population générale, il y a plein de bénéfices qui ont été démontrés. Et chez les sujets âgés aussi, il y a une littérature qui est assez riche, qui a montré beaucoup de choses chez le sujet âgé. Et en fait, ça fonctionne très bien. On sait que chez le sujet âgé, l'activité physique, elle va avoir tendance à améliorer la fonction musculaire. Ça va permettre d'améliorer la masse musculaire, un peu, ou en tout cas de limiter la perte de masse. Et ça va surtout permettre d'améliorer les capacités contractiles, donc la force musculaire, ce qui est surtout l'objectif qu'on va rechercher du coup. L'activité physique, ça permet aussi globalement d'améliorer les capacités aérobies, ce qui est à peu près toujours une bonne idée. On va aussi améliorer sur le plan fonctionnel la marche, la qualité et la quantité de la marche, l'équilibre, ce qui va du coup avoir une incidence sur l'autonomie, la réduction des chutes. Et puis de manière complètement non spécifique, l'activité physique, on le sait, et c'est vrai chez le sujet âgé comme chez le sujet jeune, ça va permettre de limiter, en tout cas avoir une incidence positive sur les comorbidités, sur le risque cardiovasculaire, sur les maladies métaboliques, sur l'ostéoporose, c'est protecteur pour l'os, sur les troubles thymiques, sur la diminution des cancers, etc. Il y a un certain nombre de limites, bien sûr, à l'activité physique qui sont particulières chez le sujet âgé. Alors, le risque cardiovasculaire à évaluer, c'est vrai pour tout le monde avant une activité physique, mais c'est particulièrement vrai chez le sujet âgé avec des comorbidités. Et si on veut proposer des activités physiques intenses, il faut prévoir de manière systématique une évaluation cardiologique et un test d'effort. De manière générale, on va proposer une évaluation clinique un peu globale. C'est des patients qui ont souvent d'autres pathologies chroniques associées, donc qui vont nécessiter soit une prise en charge spécifique avec des objectifs spécifiques, soit une adaptation des exercices qu'on peut proposer. C'est sûr qu'un patient avec énormément d'arthrose au niveau, par exemple, des membres inférieurs ne pourra pas faire les mêmes exercices qu'un patient qui n'a pas d'arthrose. Et puis, chez le sujet âgé, on sait aussi qu'il y a un risque globalement accru de blessures musculo-squelettiques. Donc, il y a un vrai intérêt à encadrer, à accompagner la réalisation d'une activité physique pour limiter ce risque-là. Et puis, de manière complètement aspécifique également, il y a le problème de l'adhésion et du maintien des exercices sur le long cours. Ça, c'est un problème qu'on a chez tous les patients à qui on propose de l'activité physique. Et il y a probablement des barrières et des facilitateurs spécifiques chez cette population âgée sur lesquels il faut qu'on puisse agir également. Donc finalement, chez le sujet âgé, quels vont être les objectifs d'une activité physique ? Ils sont multiples, mais les principaux, ça va être de limiter la sédentarité, d'augmenter globalement les activités de la vie quotidienne, de mettre en place des exercices et de réussir à les maintenir sur le long cours. Donc il y a des recommandations HS qui vont sortir bientôt sur l'activité physique et le sujet âgé. Si on synthétise ce qu'on a tendance à faire dans la pratique clinique, en soi, il y a une première étape de bilan qui est indispensable en fait quand on évalue un patient avant une prescription d'activité physique. La première étape du bilan, c'est d'évaluer la motricité globale et une façon simple de le faire, c'est de faire le lever de chaise, le test avec les 5 levées de chaise. Si le patient arrive à le faire de manière normale en moins de 14 secondes, on peut considérer que globalement, il n'y a pas d'altération des capacités motrices et on peut passer à la suite de l'évaluation. S'il y a une altération de cette capacité motrice, ce qu'on propose alors, c'est une évaluation de la mobilité globale avec un questionnaire qui est le Short Physical Performance Battery, que je vous montre ici, et en fait qui, en plus du lever de chaise, propose de faire 2 autres tests qui sont assez simples à faire en consultation. Un test de vitesse de marche et un test d'équilibre où on va tester l'équilibre pied joint, pied en semi-tandem et pied en tandem. Et en fonction de ce score, on va pouvoir avoir une évaluation globale des capacités motrices du patient. Si le score est faible, il y a des capacités motrices qui sont plutôt très altérées. Si on est supérieur à 10, la capacité motrice est normale. Et entre les deux, il y a une altération modérée des capacités motrices qu'on va pouvoir prendre en charge avec l'activité physique. On va évaluer ensuite les autres comorbidités, le risque cardiovasculaire. Et on va pouvoir passer à la partie conseil et prescription.
Le premier conseil à donner, c'est de diminuer la sédentarité. Ça, c'est vrai pour absolument tout le monde. Il y a un vrai problème avec la sédentarité de manière générale. Et donc, il faut limiter le temps passé assis ou allongé en position, à moins de 7 heures par jour pendant la journée. L'autre chose facile à proposer, c'est d'augmenter globalement les activités de la vie quotidienne, les activités physiques légères. Donc, par exemple, la marche, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement et sans avoir recours à une consultation médicale spécialisée. Et puis, si on a réussi à limiter la sédentarité, à augmenter les activités, on peut passer sur la prescription d'activité physique. La prescription d'activité physique, elle va être guidée par l'évaluation qu'on a faite. Si on a un patient qui a un risque de chute important ou un score de motricité qui montre qu'il y a une altération importante de la motricité, on va plutôt s'orienter vers une prise en charge rééducative, pluridisciplinaire, avec kinésithérapie, évaluation avec un médecin rééducateur, enseignant en activité physique adaptée, avec une prise en charge plutôt en SSR-SMR. En cas de risque modéré de chute, ou en cas d'altération modérée de la motricité, on peut s'orienter sur une prise en charge ambulatoire avec des programmes supervisés type sport santé. Et quand le risque de chute est faible ou quand la motricité est normale sur les batteries de tests qu'on a fait, à ce moment-là, on peut considérer que le patient est globalement suffisamment autonome pour pratiquer une activité sportive seule et la majorer seule, avec éventuellement conseil et accompagnement si c'est compliqué de son point de vue. Concernant les exercices qu'on peut proposer, il y a 2 grands types d'exercices qu'on peut proposer. Les exercices contre-résistance, donc les exercices de force, qui sont ceux qui ont montré dans la littérature qui sont les plus efficaces pour limiter la perte musculaire chez le sujet âgé. Et ça va surtout être les exercices de force excentriques qui ont montré leur intérêt chez le sujet âgé. Et puis, le deuxième type d'exercice qu'on peut proposer, c'est les exercices en endurance. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller forcément proposer des choses très, très importantes. On demande aux patients d'avoir au moins 5 fois 30 minutes d'affilée d'une activité physique modérée. Et parmi les activités physiques modérées, il y a des activités de la vie de tous les jours. La marche rapide, le bricolage, le jardinage, ça fait partie de ces activités-là. Donc si on arrive à varier les activités, sur une semaine, normalement, on doit pouvoir réussir à obtenir ces exercices en endurance. Donc en conclusion, le vieillissement musculaire, globalement, c'est une altération musculaire qui est à la fois quantitative et qualitative et qui peut avoir un retentissement sur la performance individuelle, sachant que la sarcopénie, c'est la version vraiment pathologique, c'est une maladie musculaire qui est liée au vieillissement, c'est pas le vieillissement physiologique, la sarcopénie. L'activité physique, les exercices chez le sujet âgé, il y a plein d'études qui ont montré qu'il y avait un vrai bénéfice sur le gain de masse et surtout sur le gain de force, sur l'amélioration de l'endurance, sur la qualité de la marche, sur l'équilibre et donc du coup le risque de chute, et puis de manière générale sur les comorbidités et la qualité de vie. Il y a assez peu de contre-indications, en tout cas pas de contre-indications absolues en dehors des pathologies cardiaques aiguës ou décompensées. Donc on trouve toujours moyen de proposer des exercices aux patients. Et si on repart un peu sur le rachis, il n'y a pas vraiment de programme type décrit de réentraînement à l'effort chez le sujet âgé lombalgique comme on peut le proposer chez des sujets jeunes. Mais pourtant, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager et prévoir dans un avenir pas forcément si lointain. Je vous remercie.